Salut, c'est Perrine de Basiologie. Aujourd'hui, dans le 3e épisode de Recherchez-vous, nous allons écouter Célia, doctorante en épidémiologie. Alors ce terme ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous verrez que vous avez déjà été confronté à l'épidémio au moins une fois dans votre vie, et cela bien avant la crise du Covid. Célia nous parle de ce domaine de manière très vulgarisée en nous donnant quelques exemples, et elle nous explique ce que faire de la recherche en épidémiologie signifie, comment cela lui permet de contribuer à l'amélioration de la condition de vie de certaines personnes dans la société, et ce qui lui a plu dans ses recherches. Je te laisse donc écouter notre conversation au cœur de Toulouse et je te souhaite une bonne écoute. Salut Célia. Salut Perrine. Merci à toi de m'avoir accepté chez toi en ce dimanche midi pour pouvoir participer au podcast de Recherchez-vous et de pouvoir parler de ton projet, de ton domaine qui est apparemment passionnant mais qui est très peu connu du public. Donc je suis vraiment ravie d'être là pour en discuter avec toi. Donc j'espère ravie de t'accueillir, ravie de parler science ce dimanche matin. Merci. Donc dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisserai déjà t'introduire à nos auditeurs et de te présenter toi-même. En tout cas, tu peux dire ce que tu veux. Très bien. Salut, je m'appelle Célia, j'ai 26 ans, bientôt 27. J'habite à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, où je réalise un doctorat en épidémiologie. Voilà, un domaine, comme tu le disais, qui n'est pas trop connu du grand public. Effectivement. Je suis à Toulouse depuis 2018. Avant ça, je suis passée par Grenoble et par Lyon pour mes études et j'ai grandi dans la campagne grenobloise, au milieu des champs et de la forêt. Donc après, tu es venue jusqu'au sud c'est ça. Pour effectuer ta thèse. C'est ça. Alors, pour effectuer mon master et maintenant ton ma thèse. D'accord. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Donc, j'ai fait... En 2014, j'ai commencé une licence de biologie à Grenoble. Je savais pas trop ce que je voulais faire aux sorties de bac. Je savais que j'aimais bien la SVT quand j'étais au lycée. J'aimais bien la nature. J'aimais bien le corps humain de façon un peu générale. je me disais comment ça fonctionne. J'avais envie de comprendre un peu le vivant, un peu. Donc, j'ai fait une licence de biologie à Grenoble en 3 ans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé surtout la physiologie. Donc la physiologie, l'apprentissage de comment le corps humain fonctionne. Et donc je me suis dirigée vers une licence de physiologie en sortant de ma licence. À Grenoble. À Lyon. À Lyon. Ouais. Master de physiologie à Lyon. Effectivement, nous, il faut savoir pour nos auditeurs que nous, on s'est rencontrés durant ce Master 1, donc on a fait le même. C'est ça. Et donc, tu as fait ton M1 à Lyon. À Lyon, donc Master 1 de physiologie à Lyon, que j'ai beaucoup aimé, où j'ai appris énormément de choses sur donc, le corps humain, comment il fonctionne, etc. Mais j'ai aussi rencontré la plus merveilleuse des choses au monde, les biostatistiques. Moi, du coup, je comprends. Mais... Perrine et les biostatistiques. C'est vrai que c'est une passion que peu de gens comprennent, mais que tu adores ça et que tu parles de manière merveilleuse. Donc, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que c'est compliqué comme domaine. Et donc, après, tu donc voilà, j'ai fait un stage dans mon master 1, donc celui qu'on a fait ensemble à Lyon. J'ai fait un stage en recherche clinique. Et donc là, j'ai vraiment découvert les biostatistiques. J'ai découvert ce que c'était que de travailler avec des chiffres. J'adore les chiffres, j'adore les maths, j'aime faire parler les chiffres. Et donc, j'ai décidé de me réorienter sur une discipline complètement différente de la physio, et donc de m'orienter plutôt vers l'épidémiologie et la santé publique. D'accord. Et donc après, c'est là ton master. Voilà. Tu es revenu faire un master à Toulouse. J'ai recommencé en master 1 en 2018 et j'ai obtenu mon diplôme de master en épidémiologie en 2018. D'accord. Et ensuite, tu as enchaîné... non, pas du tout en 2018. En 2020. Juillet 2020. Et ensuite, tu as enchaîné avec ta thèse. Alors, j'ai eu 1 an de battement entre les deux, 1 an et demi de battement, le temps de chercher un financement. Donc, j'ai été diplômée en juillet 2020 et j'ai commencé ma thèse en octobre 2021. Ok, très bien. Mais c'est vrai que... est-ce qu'au début, par exemple au lycée, là où tu disais que tu aimais la SVT, après tu as fait une licence, est-ce que tu te voyais venir jusqu'en thèse en épidémiologie ? Eh bien, Perrine, pas du tout. Pas du tout. On m'avait plutôt destinée à des études courtes, d'ailleurs, même en M1, collège. Je me rappelle que même en M1, tu nous disais ah non, quand je disais que moi je voulais faire une thèse. Ah ouais, non. Et toi, t'es folle, je me vois pas du tout faire ça. Oh non. Et en fait, on m'avait un peu mis dans la tête quand j'étais au collège et au lycée que j'étais pas faite pour les études, que c'était pas vraiment quelque chose qui était fait pour moi et qu'il fallait plutôt que je m'oriente vers des études courtes et puis voilà, rentrer vite dans le milieu professionnel. Et puis en fait, je suis un peu têtue comme fille. Ceux qui travaillent avec moi pourront le confirmer. Et je me suis dit non, en fait, j'aime apprendre, je suis curieuse, j'aime comprendre ce qui se passe autour de moi. Et donc,
de fil en aiguille, j'ai fait une licence, je comptais m'arrêter là, puis j'ai fait un master, je comptais m'arrêter là, et puis j'ai eu une opportunité de... Alors, ça fait un peu la fille qui arrive là par hasard, mais pas du tout, en fait, c'est juste que... Non, t'as fait ton parcours, et puis tu t'es rendu compte qu'en fait, t'aimais, et t'as trouvé ta voie, en tout cas. Parce que c'est dur aussi, là, en M1, tu t'étais rendu compte sinon que le M1 t'aimais bien, mais que ça te correspondait pas. C'est aussi dur de se dire, bon, je change complètement, et je fais un nouveau M1, quoi. Ça a été une décision un peu difficile à prendre parce que quand tu as fait une licence dans la biologie, que tu es vraiment destiné à faire de la recherche plutôt fondamentale, plutôt sur paillasse, de te dire, ok, non, là, j'ai découvert un nouveau truc qui me plaît plus, mais pour lequel je pars un peu de zéro, j'ai pas vraiment de connaissances, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ça a été un super choix. Déjà parce que je suis venue à Toulouse, et que Toulouse est une très belle ville. À ce qui paraît, donc, j'ai entrevu hier Toulouse, à ce qui paraît, elle me vend beaucoup Toulouse. Venez à Toulouse. Non, et puis c'est vrai que la santé publique, comme elle est abordée, et les thématiques qui sont abordées à Toulouse me plaisaient aussi énormément. Et du coup, épidémiologie, master de santé publique. Et puis après, la thèse. D'accord, justement, concernant cette thèse, donc depuis le début, on dit biostatistique, épidémiologie, on dit des termes un peu compliqués. Oui. Ça va être très compliqué de vulgariser ça et de résumer ça en quelques mots, mais même pour moi, alors il faut savoir que je ne suis pas une experte en épidémiologie, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir ces termes ? Ouais, épidémiologie, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'épidémiologie, je te fais l'étymologie, parce que j'aime bien l'étymologie. Non, c'est toujours intéressant, c'est vrai, de savoir d'où vient le mot, puis sa définition. Le mot vient du grec ancien, épidémiologia, épi qui veut dire le peuple. D'accord. Pas du tout. Épi qui veut dire... Moi, innocente, d'accord, je note. Épi qui veut dire sûr, démio qui veut dire le peuple, et logia qui veut dire la terminologie de la science. Et donc, ça veut dire, en d'autres termes, de ce qui s'abat sur le peuple. La science de ce qui s'abat sur le peuple. Donc, en fait, c'est un peu, très grossièrement, l'étude du peuple. C'est ça. En gros, c'est l'étude de tout ce qui peut altérer la santé d'une population à grande échelle. Ok, d'accord. Et c'est donc à une population à échelle nationale, à l'échelle internationale, ou ça peut être juste régional d'une pathologie, ou quel est un peu le type de population ? Bon, je suppose qu'il y en a plein, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples ? En fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu as envie d'étudier. Si tu as envie d'étudier la santé des personnes qui vivent en Haute-Garonne, tu vas te concentrer sur les personnes qui vivent en Haute-Garonne. Si tu as envie d'étudier comment vont les enfants en France, tu vas te concentrer sur les enfants qui vivent en France. Et puis ça peut aller à des échelles internationales, européennes, sur des tranches d'âge particuliers. Ça va être l'étude de la santé d'un type de population. Voilà. En fait, si tu veux, pour vulgariser un peu, le médecin, il va chercher à soigner un individu. D'accord. Un épidémiologiste, et de façon plus générale, la santé publique, va chercher à soigner à l'échelle d'une population. Voilà. Ok, d'accord. Et donc toi, ton projet de thèse, donc, c'est une thèse en épidémiologie. C'est ça. Et concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, mon projet de thèse, il s'intéresse aux personnes en situation de handicap, et particulièrement à leur inclusion sociale. Donc, on ne s'attend pas trop à ça en termes de santé. On peut se demander... on ne pense pas au côté social. Voilà, c'est ça. On aurait pu penser que tu utilisais la pathologie, entre guillemets. Mais toi, tu n'étudies pas du tout la pathologie du handicap. Moi, j'étudie les conséquences de la pathologie sur les populations. En fait, dans le terme épidémiologie, on entend épidémie un peu. On a un peu l'impression que du coup, on fait l'étude des épidémies. Et puis avec la crise de la Covid-19, on a beaucoup entendu parler d'épidémiologistes. Ce qu'il faut bien resituer aussi pour les auditeurs, c'est que l'épidémiologie, c'est pas l'étude que des épidémies. On l'a vu dans l'étymologie, ça veut dire de la science de ce qui s'abat sur le peuple. Et donc, c'est vraiment plus large que les épidémies. Ça va être vraiment tout ce qui peut altérer la santé des individus. D'accord. Et donc, à une époque où les virus et les épidémies, en tout cas les maladies infectieuses, étaient très létales pour les populations, on s'intéressait beaucoup aux épidémies en réalité. Les épidémiologistes s'intéressaient plutôt aux épidémies. Maintenant, les épidémies, il y en a moins souvent. Bon, là, il y a eu le Covid. Il y en a, mais effectivement, il y en a moins souvent. Donc, en fait, les épidémiologistes, maintenant, étudient tout ce qui va être peut-être plus maladies cardiovasculaires, cancer, handicap, tout ce qui va venir altérer la santé des individus à grande échelle. Les malformations. Voilà, donc toi, tu t'es concentrée sur... Moi, c'est les personnes en situation de handicap.
Et d'accord. Et du coup, donc, ton projet, est-ce que tu te poses des questions au quotidien? Quel est le but de ta thèse? Alors, moi, le but de ma thèse, il est de... on s'est posé des questions. Nous, on se pose des questions plutôt sur l'inclusion donc, des personnes en situation de handicap dans la société. Et moi, le but de ma thèse, c'est d'évaluer à quel point ou comment, en fait, à quel point ou comment l'environnement des personnes en situation de handicap influence leur inclusion dans la société. D'accord. C'est-à-dire à quel point un environnement qui ne serait pas du tout favorable, qui ne serait pas du tout adapté au handicap de la personne, à quel point ça peut influencer le fait qu'ils vivent en couple, qu'il ait un travail, qu'ils puissent avoir accès. Alors, moi, je travaille sur les jeunes adultes, et donc on se pose des questions de... qu'est-ce que c'est déjà l'inclusion sociale d'un individu sans handicap? Qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa vie? Est-ce que c'est être en couple? Est-ce que c'est avoir un travail? Voilà. Et nous, après, le but de ma thèse, c'est de voir est-ce que toute cette inclusion, elle est influencée par l'aménagement de l'environnement de la personne? Est-ce que la société est adaptée pour ces personnes-là? Alors, en tout cas, si la société ne l'est pas, à quel point ça peut jouer sur leur inclusion sociale? Ça, c'est l'objectif de ma thèse, c'est de regarder, c'est vraiment l'environnement, l'adéquation de l'environnement est au centre. Essayer de trouver un peu ce qui n'est pas aussi adapté. Et est-ce que ça a un impact sur leur Et leur est-ce vie? que derrière, du coup, quand par exemple tu trouves quelque chose qui n'est pas et que ça a un fort impact sur eux, est-ce que du coup tu travailles aussi avec d'autres personnes pour aussi suggérer ou essayer d'améliorer? Parce que c'est aussi le but, je suppose, de ta thèse, que derrière il faut améliorer, mais c'est pas toi ton projet. C'est pas mon rôle à moi, en effet. C'est un objectif à long terme. Exactement. En fait, l'épidémiologie, c'est un peu, c'est la discipline qui va apporter de l'information pour la santé publique, si tu veux. En tout cas, c'est ma vision de l'épidémiologie. C'est notre rôle à nous, c'est de donner de l'information, d'apporter de la connaissance pour après dire aux décideurs publics, aux associations, aux médecins, voilà ce qu'on a mis en évidence grâce à l'épidémiologie. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer la vie de ces individus qui ont telle pathologie ou ça peut être des questions de prise en charge, par exemple, pour des maladies. Je suppose que c'est aussi pour ça que des fois les recommandations évoluent. C'est ça. Que souvent, des fois, les gens disent J'ai souvent entendu des gens dire ils sont jamais d'accord, la santé publique, ça change tous les 2 ans, mais c'est aussi parce que il y a eu des nouvelles données qui ont montré des nouvelles informations. Exactement. Et que du coup on améliore les recommandations. On se dit on se rend compte de choses à changer. C'est ça. D'accord. Exactement. Alors après, l'épidémiologie, elle sert pas que à ça non plus. Bien sûr. Parce que là où de plus en plus on entend parler aussi, c'est de devenir responsable de sa propre santé. Ça veut dire que nous, les épidémiologistes, on va mettre des nouvelles connaissances à disposition de tout le monde. Et donc, ça peut aussi servir, par exemple, comme on voit les campagnes de prévention, ça va être à l'origine développé grâce à des données épidémiologiques. Ok. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. On se rend pas compte. Il y a beaucoup de personnes qui font ça et en fait, on se rend pas compte du cheminement. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe en tout cas? Ce qui est vraiment hyper intéressant avec la discipline, c'est qu'on peut vraiment s'intéresser à plein de choses différentes. On peut s'intéresser à des pathologies différentes, se poser les mêmes questions pour des pathologies. Mais toi, comment on t'a donné ton sujet ou comment tu t'es posé cette question-là, à t'intéresser à la vie sociale entre guillemets, en tout cas à l'insertion sociale des personnes handicapées? Comment ça s'est passé? Alors, je suis dans une équipe de recherche qui travaille sur le handicap de l'enfant, déjà dans un premier temps. Et en fait, on a à disposition des données à grande échelle sur des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont une paralysie cérébrale particulièrement. Et donc... moi, quand je suis arrivée dans mon équipe de recherche au moment de mon Master 2, j'avais connaissance de ces données-là et qui sont une richesse pour mener des enquêtes et mener des études épidémiologiques. Et donc, avec mes encadrants, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire des données qu'on avait à notre disposition. Donc, à partir de la base de données que j'avais, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pouvait vraiment avoir un impact en termes de santé publique, qu'est-ce qui pouvait être intéressant à faire. Ce qui pourrait être utile c'est aussi ça, à exactement. la société, c'est tout le but. Tout le but, c'est de se dire, ça sert à rien de montrer quelque chose qui a déjà été fait. Ou voilà, ça c'est dans tous les domaines de la recherche. Comment me rendre utile? C'est ça. Comment l'épidémie, on peut aussi se dire, comment je peux être utile directement. C'est ça. Quelles sont qu'est-ce qu'on peut étudier? Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en évidence ou pas, parce qu'on ne peut pas le savoir avant de l'avoir fait. Mais c'est là l'intérêt, c'est de dire, telle chose, non, ça ne marchera pas. D'accord.
Donc moi, pour ma thèse, j'ai vraiment réfléchi à tout mon sujet de thèse en regardant la base de données, les informations que j'avais, les choses qui étaient déjà connues dans la littérature aussi, voir ce qui avait déjà été fait auparavant sur ce sujet d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Et à partir de ça, j'ai développé un projet que je suis allée défendre pour obtenir des financements. Et voilà. Et après, si on est ici pour en discuter, c'est qu'a priori, ça a intéressé. D'autres personnes que moi y ont trouvé un intérêt et vraiment une importance. Et en tout cas, un aspect de santé publique, moi, j'y trouve une... Oui, parce que du coup, il faut, voilà, t'as dû demander un financement pour faire ça. Donc, c'est vrai que du coup, on pourrait se dire, elle n'a pas de manip, t'as pas de paillasse, toi, t'es derrière ton ordinateur au quotidien. C'est ça. Mais du coup, il faut effectivement quand même un financement pour financer tes recherches, aussi pour ton salaire qui est un financement. Oui. Donc, t'as dû défendre. La principale. Enfin, je sais pas, vous, en bio, comment ça se passe, ils vous financent? Ça dépend des projets, mais c'est à peu près pareil. Moi, ça a été pareil. Mais nous, on a plusieurs financements. On demande un financement pour financer notre projet directement pour payer la manipulation, les expérimentations. Et on a aussi une demande de financement pour notre salaire. D'accord. Donc moi, c'est ce que j'ai dû défendre, comme toi, au concours doctoral. Moi, l'avantage, entre guillemets, de ma discipline, c'est que, en effet, comme tu le disais, on n'a pas de manip. Moi, l'essentiel de mon travail se passe sur l'ordinateur, sur des logiciels de statistiques, à faire des statistiques, en fait. Ma discipline présente l'avantage qu'on n'a pas de manipulation et qu'on n'a pas besoin d'un budget conséquent pour le travail qu'on réalise au quotidien. Bon, faut quand même il faut une bourse pour financer le projet d'un doctorant pendant 3 ans. Et ça, je l'ai trouvé auprès de l'école doctorale. De l'école doctorale. Début de podcast, tu as parlé de biostatistique. Oui. Le terme qui fait un peu souvent fuir tout scientifique. Et toi, tu as carrément plongé dedans. Oui. Mais du coup, je pense que beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les biostatistiques ? Alors, les biostatistiques ou les statistiques, selon moi, c'est l'outil qui permet à l'épidémiologiste de faire parler les chiffres. D'accord. En fait, dans ma discipline, l'épidémiologie, j'ai une base de données avec énormément de données sur plusieurs individus. Moi, en l'occurrence, j'en ai approximativement 300. D'accord. 300 individus 300 individus qu'on a interrogés et on leur a posé des questions. Quel est votre genre ? Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous avez des relations sociales ? Voilà. On leur a vraiment posé un questionnaire assez complet. Et à partir de ça, moi, je vais utiliser les biostatistiques, les statistiques, pour faire parler les données, leur donner un sens. Et donc, comment ça va se traduire ? Ça va être, des trucs un peu de matheux, tu vois, qui feraient fuir, comme tu dis. Pour ça, c'est pas non plus des grosses maths. Non, je pense qu'un matheux, il nous dirait... c'est ça. Mais effectivement, on n'est pas trop là-dedans. Moi, je suis pas mathématicienne. Je suis même pas la prétention de dire que je suis statisticienne. Par contre, j'arrive à mettre en place on appelle ça des modélisations statistiques pour arriver à faire parler les chiffres. Et ce qui est hyper important à garder en tête, c'est qu'on essaye dans notre domaine de faire parler les chiffres correctement. Et c'est là tout l'enjeu, selon moi, de l'épidémiologie, c'est d'arriver à être juste et à refléter la réalité à travers les statistiques qu'on réalise sur des bases de données. Et de ne pas faire dire ce que les chiffres ne disent pas, entre guillemets. D'être précis, de bien interpréter un résultat. Ce qui est aussi compliqué. Enfin, nous aussi, en recherche, nous, c'est des biostatistiques, mais à petite échelle. Ce qui est commun à tous les types de c'est toujours compliqué d'avoir un résultat, de conclure, de faire une analyse statistique, et puis derrière, de ne pas conclure ce que les chiffres ne disent pas. C'est ça. Est-ce que ta thèse, ou en tout cas l'épidémiologie, est un mélange un peu de biologie et de mathématiques, ou pas du tout ? Alors, il va y avoir plusieurs aspects. La biologie va être nécessaire pour moi, pour comprendre ce qui se passe, notamment chez les personnes sur lesquelles je travaille. C'est horrible de dire ça comme ça, mais en tout cas, les individus qui m'intéressent, les personnes avec une paralysie cérébrale, la biologie va être hyper intéressante parce que ça va me permettre de comprendre pourquoi ces individus ont cette pathologie-là, comment ça s'est produit, comment c'est arrivé. Donc, j'ai besoin d'avoir des connaissances en biologie et c'est là que ma licence de biologie m'aide beaucoup. C'est que j'arrive à lire aussi de la littérature en biologie. Et de comprendre aussi et de comprendre un peu de quoi je parle.
L'avantage de l'épidémiologie, pour moi, c'est que c'est vraiment pluridisciplinaire et donc Ouais. ça va venir mélanger plein d'aspects différents. Ça va venir mélanger de la médecine, ça va venir mélanger de la biologie. Moi, dans ma thèse, ça va venir aussi apporter de la sociologie un peu, mais Que vraiment, toi, tu t'as pas voilà, du je, tout. je ne Et... suis pas du tout sociologue, je ne suis pas du tout biologiste, je suis un mélange un peu de tout ça. J'essaie d'avoir un peu toutes c'est les compliqué casquettes. aussi d'avoir des connaissances dans tous les Mais l'avantage, domaines. c'est que comme je suis curieuse, Ouais, je c'est développe un peu des compétences dans plein de domaines différents. La sociologie, c'est vraiment un domaine hyper intéressant où on peut vite se perdre dans plein de concepts différents. Mais ça m'a permis de comprendre les concepts du handicap, qu'est-ce qu'on appelle handicap, voilà. Alors que c'est quelque chose en biologie, ou si j'étais restée dans la filière de biologie, je ne me serais jamais posé ces questions-là. Oui, c'est vrai. Et l'épidémiologie me permet de faire un peu de biologie, enfin de comprendre la biologie, de faire... D'avoir le côté aussi social et de la biologie. C'est ça. C'est vrai que nous, on est vraiment très dans le fonctionnement, entre guillemets, de l'organe, de la cellule, de l'utilité d'un gène. Et puis, on serait qu'on ne va pas au-delà. Enfin, si, on va, mais pas à ce point-là. Et c'est ça qui m'a plu avec l'épidémiologie par rapport... Alors, je n'opposerai pas les deux parce que pour moi, la recherche fondamentale, ce que vous faites en biologie, en immunologie, tout ça, pour moi, ce n'est pas du tout en opposition avec la recherche clinique comme moi, je peux faire, c'est-à-dire axée sur l'individu. Vous cherchez à comprendre dans le micro. Nous, on cherche à comprendre plus dans le macro. Et moi, j'y ai trouvé un intérêt à me centrer plus sur le macro, à être plus à une grande échelle. Je ne cherche pas à comprendre comment ça fonctionne dans le corps humain. Ce que toi, tu peux faire, ce qu'un biologiste peut faire, d'aller comprendre comment la cellule va pouvoir influencer les protéines. Pas plus que ça. Moi, j'avais besoin de quelque chose... Alors, pour moi, l'épidémiologie est plus concret. Voilà, je fais parler les chiffres, je peux dire, tout en étant nuancé, il faut garder de la nuance et on ne peut pas affirmer que ce qu'on dit, c'est juste à 100%. Pour moi, je trouvais qu'il y avait une satisfaction... un petit peu plus de satisfaction à plus concret pour toi. Exactement. Pour moi, l'épidémiologie, c'est ce qui t'a motivé de partir dans ce domaine. Complètement. Je trouvais que c'était beaucoup plus concret d'avoir déjà des humains, de travailler sur l'humain, en tout cas de m'intéresser à l'humain dans son ensemble. Et de moins aller creuser dans le détail, dans le petit, mais ça me fait penser, il y a beaucoup d'étudiants qui font des fois une licence de biologie et en fait, ils sont pas intéressés par la recherche parce que justement, le détail, ce qu'ils voient, ce qu'on fait dans la paillasse, en fait, c'est pas assez concret et ça les intéresse pas. Et ce qui est, bien sûr, faut de tout. Oui, exactement. Et ça peut montrer aussi que justement, après une licence ou même un M1, justement, de biologie, en fait, on peut aussi partir dans ce domaine-là et c'est pas que par la médecine qu'on peut avoir ça. Non, pas du tout. Et qu'en fait, on peut aussi faire une recherche plus concrète, en tout cas en fonction des personnes, et de toucher aussi un peu plus au social et pas juste à la petite protéine sur la paillasse. C'est important ce que tu dis et je le souligne parce que vraiment, il ne faut pas avoir peur de... Alors, l'épidémiologie, moi, j'ai aucune connaissance de médecine. J'ai un parcours universitaire entre guillemets classique, mais c'est pas parce que j'ai pas fait médecine que je me sens pas légitime de faire de l'épidémiologie parce que les connaissances. Chacun a ses connaissances. C'est les médecins, même si aussi ils comprennent un peu, ils ont plus les connaissances médicales. Et toi, tu apportes les deux. Donc. Et puis c'est hyper intéressant d'avoir un retour aussi parce que alors moi je suis derrière mon ordinateur dans mon bureau, je travaille sur une base de données, je ne connais pas les personnes qu'on a interrogées, je sais pas qui sont ces personnes sur lesquelles je travaille. J'ai une distance avec le terrain. Et des fois, c'est intéressant aussi de parler avec des médecins, de parler avec des kinés, de parler avec des ergologues qui, eux, au quotidien, rencontrent des patients qui ont, moi en l'occurrence, une paralysie cérébrale. Et c'est intéressant de pouvoir mettre en perspective aussi ce que nous, on met en évidence avec les chiffres. Oui, donc en plus, ça, c'est vraiment concret. Tu parles directement aussi avec le corps médical. Voilà, on a, dans notre équipe de recherche, on a des médecins, on a des professionnels de santé avec qui on peut interagir et dire, voilà, mes chiffres ont montré ça, j'ai mis en relation ça et ça. Est-ce que selon toi, il peut y avoir aussi une explication clinique à ça ? Vraiment, les discussions sont hyper intéressantes parce que les médecins sont centrés sur l'individu, nous on est centré sur la population, et de remettre tout ça en perspective, c'est hyper intéressant et c'est des discussions qui sont hyper enrichissantes. Et ça te fait poser des questions aussi. Le médecin va te dire, ah oui, mais moi dans ma pratique, des fois je vois ça, et ben hop, toi tu peux aller voir sur ta base de données, est-ce qu'à grande échelle il peut y avoir... D'accord, donc en vrai c'est aussi multidisciplinaire. Exactement. C'est à chaque fois les discussions, les conclusions. Donc l'épidémiologie, c'est tout en même temps. C'est bien, oui, non mais c'est vrai que tu disais que justement t'es pas
médecin, il y a des connaissances que tu n'as pas, mais tu as aussi des collègues qui ont ces connaissances-là indirectement, ouais. et ça permet aussi de mieux travailler et tu n'es pas toute seule dans ton coin. Pas du tout. Voilà. C'est vraiment un domaine où tu es avec tous les corps de métier, enfin plusieurs corps de métier qui t'apportent aussi des connaissances différentes. Ouais. Donc c'est enrichissant aussi, tu apprends aussi plein de choses. Ouais. Ok, non, mais on comprend mieux aussi pourquoi des personnes peuvent être attirées par l'épidémiologie et c'est super intéressant de le montrer parce que c'est un terme qui fait peur. Nous en licence on en entend un peu mais vraiment vaguement et ça donne pas envie. Enfin en tout cas beaucoup de gens parle mieux de l'épidémiologie. Non, justement, voilà, j'essaie de trouver un terme, de dire pas que ça donne pas envie mais voilà ça peut faire fuir, en fait, ça peut faire peur. Et ce qu'il faut aussi souligner c'est que on fait pas que des maths tout le temps. C'est-à-dire que on peut se dire on est derrière l'ordi à la faire biostatistique, des maths c'est l'outil qui permet d'aboutir à des résultats. Mais en fait, toute la phase de compréhension de ce dont on va étudier, de comprendre qu'est-ce qui a déjà été fait. Alors, c'est un peu pareil dans toutes les disciplines scientifiques, je pense, mais en épidémiologie, vraiment comprendre et arriver à faire des hypothèses sur ce qu'on va faire après, c'est là où c'est hyper enrichissant aussi. Et en fait, finalement, les statistiques, c'est vraiment la fin. C'est quand on a réussi à réfléchir, on regarde ce qu'on peut faire en termes de statistiques sur la base de données qu'on a. D'accord. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'épidémiologie. C'est pas que des biostats. Je fais pas des chiffres toute la journée. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi cette image. Voilà, c'est surtout pour les étudiants, pas pour les. C'est pour les personnes qui pourraient nous écouter et qui sont au début de ces études-là et qui pourraient se poser la question et qui sont pas forcément intéressés par le fondamental. Ouais. Mais voilà, ça montre aussi que il y a aussi ce côté-là de la recherche et qui peut être intéressant. En tout cas, toi, tu es passionné. Ah oui. Tu adores ça, donc ça montre que voilà, ça mais peut c'est arrivé tardivement, je m'en suis rendu compte tardivement. Hein. Il a fallu attendre que j'ai fait une licence de biologie plus une année de master en physiologie pour me rendre compte qu'en fait, j'avais pas envie forcément de faire de la paillasse, que j'aimais les chiffres, alors que je détestais les maths quand j'étais au collège et au lycée, et que finalement j'ai trouvé un intérêt dans la biostatistique de me dire waouh, j'arrive avec les mathématiques, on peut faire parler des chiffres, c'est génial d'arriver à comprendre ce qu'on fait avec, enfin, c'est trop intéressant. Ok. Voilà. Alors c'est vrai que là les gens ne te voient pas, mais t'as un grand sourire et des étoiles dans les yeux. J'adore l'épidémiologie. Et là du coup, on entend souvent aussi, parce que alors je pose aussi la question parce que moi la première je confondais en licence. Il y a aussi un terme qui est épistémologie, qui est l'étude critique des sciences, qui est destinée à déterminer leur origine logique. Donc c'est un peu de la philosophie. Pardon. Donc voilà, c'est juste. C'est pas du tout la même chose. C'est pas toi, tu touches pas du tout à l'épistémologie. Non, l'épidémiologie, c'est non. C'est mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, selon moi, oui. Non, mais voilà, c'est vrai que je voulais revenir juste sur petit point parce qu'on pourrait confondre, enfin beaucoup confondent. Et puis, peut-être certains diraient, en fait, je connaissais même pas non plus épistémologie. Épistémologie. Je pourrais interviewer quelqu'un qui fait de l'épistémio parce que pareil, c'est pas du tout mon domaine. L'épistémologie, je connais pas, j'ai pas connaissance de laboratoire qui travaille sur l'épistémologie. Ouais, je sais pas du tout, mais voilà. En tout cas, c'était la petite aparté de faire attention. Ce n'est pas de l'épistémio. Mais c'est pas de la zététique non plus. De la zététique. Ah, tu veux qu'on parle de zététique, Perrine ? Alors, ouais, parce que je ne connais pas ce terme. Alors, zététique. Je l'avais découvert à Grenoble, parce que Grenoble, c'est un gros pôle de zététique. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité de refaire une formation doctorale sur la zététique. La zététique, si je le définis, selon moi, c'est la science de l'esprit critique. Et c'est développer son esprit critique et arriver et alors c'est hyper intéressant. Si je peux vous conseiller Richard Monvoisin sur YouTube qui fait des conférences à Grenoble et qui est sur YouTube et il parle de zététique pardon. Et attention, ne pas confondre. La zététique, c'est une science qui est hyper intéressante. C'est arriver à remettre en question. Et c'est un peu ce qu'on fait, en fait. Quand on travaille dans la recherche, il faut être un peu humble et il faut savoir remettre en question tout ce qu'on fait. Et la zététique, c'est vraiment la science de l'esprit critique. Apprendre de ce que j'en ai compris, apprendre à remettre en question ce qu'on voit, ce qu'on sait. Et moi, en tout cas, dans mon doctorat, ça m'a vachement aidé d'approfondir un peu la zététique, de se dire... Ok, restons humbles, on fait des choses, mais on n'est pas sûr à 100%. C'est vrai que c'est un travail qu'on fait au quotidien, de toute façon, en recherche, quand on a des résultats et tout ça, de toujours pas penser qu'en fait, on va changer le monde avec un seul résultat. Et qu'il y a toujours des limites à ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on le fait au quotidien, mais je savais pas qu'il y avait un mot vraiment qui définissait. Richard Monvoisin sur YouTube, je te recommande. C'est vrai que c'est quelque chose, surtout en thèse, on essaie. J'espère qu'il écoutera. Mais non, c'est vrai que je savais pas qu'il y avait un mot qui définissait tout ça, quoi.
Et donc, concernant l'épidémiologie, pour revenir quand même à l'épidémio, donc toi, ça c'est ton sujet de thèse, mais tu as aussi enseigné l'épidémio, enfin en tout cas tu t'enseignes un tout petit peu à l'échelle d'une thèse. En thèse, on donne souvent quelques petits cours par-ci par-là. Est-ce que c'est difficile d'expliquer l'épidémiologie par rapport à un autre domaine ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est difficile d'expliquer l'épidémiologie ? Je pense pas. Je pense que c'est difficile de vulgariser toute science parce qu'il faut arriver à utiliser des mots. Mais comme tout domaine, tu me demanderais à quelqu'un qui fait du marketing de m'expliquer son boulot. Moi, j'y piperais rien. Je ne comprendrais pas ce qu'il me raconte parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je pense que dans tout métier et dans tout domaine, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à le vulgariser pour l'expliquer à un grand public. Moi, j'adore faire ça. J'adore vulgariser ce que je fais. Et c'est surtout que j'ai l'impression que ce que je fais, ça a vraiment un intérêt public. Et donc, c'est intéressant d'arriver à diffuser aussi au grand public. Mais donc, qu'est-ce qui serait difficile à faire ? Ce serait d'arriver à en faire une source d'information pour tout le monde. Que les données issues de l'épidémiologie ne restent pas dans le milieu de la recherche et entre scientifiques, tu vois, qu'on ne soit pas dans notre coin à publier des articles scientifiques, à mettre en évidence des choses et que ça reste finalement dans un cercle très fermé de scientifiques. Ce qui serait intéressant, et c'est pour ça que moi, j'ai accepté de participer à ton podcast et que je trouve ça hyper intéressant, et je te remercie encore de m'interroger, c'est que pour moi, l'épidémiologie, c'est aussi la science pour tous et que ça permet à chacun de se réapproprier sa santé, de pouvoir savoir, tiens, je me renseigne un peu sur qu'est-ce qui... Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Et de mieux comprendre aussi les chiffres qu'on sort. Et c'est exactement ça. C'est de développer aussi son esprit critique, on en revient, c'est de dire, j'ai entendu une information... Est-ce qu'elle peut être vraie ? Dans quel contexte cette étude a mis en évidence telle chose ? C'est d'arriver... On l'a bien vu de toute façon avec la crise Covid. Enfin, je parle que c'est ce truc qui est de l'ordre public que tout le monde connaissait, mais c'est pareil pour tout, pour plusieurs domaines. Mais on l'a bien vu où il y avait des fois des chiffres ou des données, et en fait, des fois, c'était très mal interprété. Ça peut vite partir dans un débat. Mais c'était intéressant de pouvoir... Alors, moi, j'ai été diplômée en juillet 2020, en pleine crise Covid. Pour un bébé épidémiologiste comme moi, ça a été vraiment formateur. C'est ça, exactement, très formateur. C'était à la fois intéressant parce que du coup, on donnait l'opportunité au grand public de s'approprier des concepts d'épidémiologie. Voilà, on a entendu beaucoup parler de R0, on a entendu beaucoup parler de mortalité. Donc, c'était intéressant de voir que... R0, je reviens dessus parce que là, toi, c'était logique. Moi, j'ai eu un moment là à me dire R0, c'est quoi déjà ? Alors, il me semble que de mémoire... Alors, ça va être très vulgarisé parce que moi, je ne suis pas du tout dans le domaine. Mais de mémoire, c'était... en fait, il y avait un R et en fait, suivant l'évolution de la pathologie... Si le R augmentait, ça veut dire que le Covid, le virus en tout cas, se propageait dans la population. Et s'il diminuait, ça veut dire qu'il se propageait moins. Alors j'espère que c'est pas faux ce que je dis. Et du coup, effectivement, on cherchait le R0, c'est-à-dire qu'on cherchait à éviter la propagation du virus. Alors je sais pas du coup si c'est vraiment ça la définition ou si tu sauras me dire si c'est ça, parce que c'est pas forcément ton domaine de prédilection. Alors, en effet, comme je l'explique depuis le début, l'épidémiologie, c'est un domaine qui peut être très vaste. Et j'aurais pas la prétention de dire que je suis épidémiologiste ou que je connais, en tout cas, je comprends les tenants et les aboutissants quand on parle d'épidémie. Parce que ça, pareil, c'est faire de l'épidémiologie avec comme sujet d'étude une épidémie. C'est un domaine très particulier, c'est des questions qui sont totalement différentes de ce que moi je me pose au quotidien. C'est une façon de prendre le problème qui est complètement différente de ce que moi je peux faire au quotidien. Donc je vais rester humble. Je ne pourrais pas te donner trop plus d'infos parce que c'est vraiment... Alors, je saurais te lire, par exemple, un article scientifique qui traite du Covid. Je comprendrais les indicateurs, en tout cas la façon de communiquer d'épidémiologistes qui sont spécialisés sur le Covid. Mais c'est tellement différent de ce que moi je fais au quotidien que là, il faut prendre des pincettes. Il faut rester puis de toute façon, modeste. C'est un sujet, bien sûr, comme pour tout et encore plus pour la crise c'est Covid. Ça. Et là, puis la crise Covid, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de personnes se sont approprié des informations. On a entendu beaucoup de fake news. Ils ne comprenaient pas forcément les chiffres et qui, des fois, étaient mal interprétés. Et, ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est que l'information, elle est disponible. L'information épidémiologique, elle est disponible. Il suffit juste de se renseigner à la bonne source et d'avoir toujours un esprit critique. Parce que ce n'est pas parce qu'on se renseigne sur la bonne source qu'il ne faut pas remettre en question. On le fait au quotidien. Voilà, nous, on le fait au quotidien. On met quelque chose en évidence. On réfléchit pourquoi ça pourrait... Quelles pourraient être
les autres raisons de ce que je viens de mettre en évidence, parce qu'il faut garder un esprit critique, il faut garder en tête que on n'a pas la science infuse. Nous Oui, sommes personne n'a la que science des infuse, humains. même si certains tendent à le dire, personne n'a la science infuse et il faut toujours avoir l'esprit critique. Bien Donc, sûr. le C'est pour ça que je vais Covid- vraiment revenir dessus sans faire de Voilà. polémique, quoi que ce soit, mais je trouve que c'est Non, aussi le but Mais du t'as podcast, raison, c'est que c'est important et je de me le protège dire. aussi un Ouais, peu bien en sûr, faisant mais ça, t'as parce raison. que j'ai des compétences en épidémiologie. Mais Je comprends ce Ouais. qui se passe, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir en discuter, en tout cas. Et je... Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Tu vois, Oui. ça montre aussi que Il faut des fois, rester, on pose une question et que parce que tu ne sais pas tout, Il faut savoir il dire. faut savoir que, le dire. Et voilà. je trouve ça important. Ouais. Par exemple, même en cours, des fois, quand on donne des cours et qu'on ne sait pas une information, parce qu'on ne sait pas tout, et des fois, on va nous faut regarder. savoir le dire. Voilà, il faut savoir le dire. Et Mm. moi, je n'ai pas de problème pour le dire. Non, je ne sais pas, ou laissez-moi chercher. Et des fois, on va nous regarder un peu. Ok, donc elle est nulle. En fait, elle sait pas. Non, on ne sait pas tout. Et aucun scientifique ne sait tout. Et une personne qui dirait que je sais tout et elle sauverait le monde, c'est une personne qui n'a pas forcément l'esprit critique correct. Et La morale, voilà. c'est restons humbles. Voilà, c'est ça. Enfin bon, c'était pas vraiment là-dessus que je voulais aller, mais effectivement, c'est une bonne conclusion. Voilà. Ouais, en tout cas, Le l'esprit Covid, critique c'était- est vraiment oui. la base et on l'a bien vu, dans la crise Covid, parce que ça a été à l'échelle internationale, où on avait des chiffres les premiers mois, et en fait, après, ça a tendu à être plus connu, plus compris, et du coup, les recommandations ont aussi évolué. Et en fait, pourquoi ça a évolué ? Parce qu'il y avait eu des études d'épidémiologie, des études qui ont été faites et qui ont montré qu'en fait, oui ou non. Puis on reste quand même... On cherche le vrai, mais on n'atteint jamais le vrai. On reste quand même C'est pour ça que sur alors là, quand on parle d'épidémie, on est sur des projections, on est sur des anticipations. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. On essaie compliqué, voilà. les études évoluent, les gens sont là pour faire des thèses et des études pour montrer et que ça permet d'évoluer aussi dans les recommandations. Mais bon, voilà, changeons de sujet. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, donc toi, ton domaine, c'est le handicap. Ton but, vraiment, l'ultime, ça serait d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Et est-ce que tu travailles avec des personnes en situation de handicap dès la naissance ou avec des personnes en situation d'handicap à la suite d'un accident ? Parce que je pose la question parce que je me suppose que leurs insertions professionnelles ne sont pas la même si elles naissent comme ça ou si elles ont, elles ont eu une vie sans ce handicap en amont. Alors moi, les personnes que j'étudie, en tout cas la composition de ma base de données, ce sont des individus qui sont donc jeunes adultes, on les considère comme jeunes adultes, ils ont entre 22 et 27 ans, et ils ont une paralysie cérébrale depuis la naissance. Donc en effet, tu as raison, les questions de santé publique ne sont pas les mêmes, les questions d'inclusion ne sont pas les mêmes de si on s'intéresse à des personnes qui sont en situation de handicap depuis le début de leur vie, ou si ils l'ont acquis au cours de leur vie par accident, ou voilà. Et les questions sont totalement différentes, et tu l'as souligné, on ne va pas prendre en charge quelqu'un de la même façon en fonction de s'il a un handicap depuis la naissance ou s'il est acquis. Et donc moi, je m'intéresse spécifiquement aux individus donc, qui ont une paralysie cérébrale depuis la naissance et sur comment les faire grandir dans cette société qui se veut de plus en plus inclusive, mais qui ne l'est encore pas vraiment, et les études le montrent. Et donc voilà, moi mon intérêt c'est vraiment pour ces personnes-là de pouvoir leur apporter de l'information et apporter de la connaissance sur qu'est-ce qui pourrait améliorer au quotidien leur inclusion dans la société. Et ça passe, comme tu le disais, par le travail. Donc est-ce que ces individus ont un travail ? Est-ce que ce travail est rémunéré ? Est-ce qu'ils s'épanouissent dans leur travail ? On va pouvoir se poser des questions sur leurs liens sociaux. Est-ce qu'ils ont des amis ? Est-ce qu'ils ont des relations romantiques ? Est-ce qu'ils vont pouvoir pratiquer une activité physique s'ils le souhaitent ? Parce que c'est peut-être pas du tout un souhait pour eux. L'intérêt, ça va être vraiment de pouvoir identifier des leviers. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Mon rôle, ça va être d'identifier des leviers qui pourraient leur permettre d'être mieux dans leur vie et d'être plus épanouis, indépendamment de leur situation de handicap. Parce qu'en fait, conceptuellement, depuis 2001, il y a l'OMS a développé un modèle, un concept du handicap qui dit que la personne n'est pas handicapée, comme on pouvait le dire auparavant. Auparavant, on utilisait le mot handicapé. C'est bien important que tu le soulignes, effectivement. Je reprends souvent les gens. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme handicapé, parce que depuis 2001, le concept dit la personne... Alors, c'est conceptuel, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. En tout cas, l'OMS, et puis je le vulgarise aussi un peu, l'OMS a dit la personne n'est plus handicapée
c'est son environnement qui fait qu'elle ne peut pas évoluer comme elle le pourrait si elle n'avait pas de pathologie. Donc en fait, ça redonne une dimension à la situation de handicap, c'est de dire, eh ben, finalement, un environnement qui serait parfaitement adapté, parfaitement inclusif, eh ben, la personne n'aurait pas de difficulté de réaliser des activités de la vie quotidienne. Ça, c'est le modèle conceptuel. Et moi, mon objectif, c'est dans ma thèse, c'est justement de voir si oui ou non, l'environnement participe à leur inclusion sociale, ou en tout cas, est-ce qu'il est limitant dans certaines situations. D'accord. C'est d'étudier ce modèle conceptuel que nous offre l'OMS pour justement voir si, oui ou non, un environnement parfaitement adapté serait en tout cas l'opportunité pour quelqu'un d'avoir une inclusion parfaite, quoi. Ok, donc c'est hyper concret. Et après, donc, tu publies tes résultats. Oui. Et ensuite, derrière, l'objectif les personnes derrière, c'est de le valoriser. Alors, là, c'est ce travail-là, dans un projet de thèse, il est compliqué à mettre en place, mais l'objectif, après, c'est aussi de pouvoir porter nos résultats à l'oreille des personnes qui seraient responsables de l'urbanisme, par exemple, et de pouvoir leur dire, regardez, nous, notre étude a montré, je ne sais pas encore, il me reste encore 2 ans pour le voir, mais si oui ou sinon, si l'environnement a un effet, de pouvoir après nous porter les résultats à l'oreille des personnes qui seraient des décideurs publics, ou en tout cas de lancer l'information dans un cheminement qui pourrait permettre d'améliorer la condition des individus. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors après, nous, en termes de chercheurs, on ne porte pas non plus... je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas si, en tant que chercheur, on pourrait porter de la vulgarisation scientifique. Si, ça peut être une façon de valoriser sa recherche. Oui, de toute façon, alors bon, là, c'est pas le thème de ce podcast-là, mais on en a parlé dans les épisodes précédents où effectivement la communication en recherche est très important et que c'est justement ce que je disais, que c'était pour ça aussi que j'avais voulu créer ce podcast-là, pour vous donner la parole et de vous permettre d'expliquer votre domaine et de vulgariser. Et sûrement là, tu le fais très bien, mais d'expliquer aussi de manière pour tout le monde. Je pense que ça montre aussi l'importance et ça explique. Donc, de toute façon, oui, la communication, la vulgarisation est très important et donc, nous, vraiment, dans la recherche. D'autant plus en épidémiologie où les individus peuvent s'accaparer l'information directement. Là où c'est vraiment de l'ordre public. C'est ça, comme on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est très important. Et c'est pour ça que je voulais revenir et d'où je t'avais posé aussi les questions là, sur le Covid. C'était montrer... d'expliquer que la vulgarisation et de la communication scientifique est très important. Il faut savoir la mener, il faut savoir rester humble et effectivement, Donc, mais c'est très intéressant. Et donc, concernant ton projet de thèse, quels seraient les points forts et les difficultés d'étudier justement l'épidémiologie ? Alors, je commence par les points faibles, comme ça je finirai avec le meilleur, les points forts. Les points faibles, les points faibles, non, je ne peux pas considérer ça comme des points faibles, mais peut-être plus ce qui est compliqué en épidémiologie et ce qu'il faut arriver à gérer, c'est le fait que tous les individus sont différents. Là, j'ai une base de données avec plus de 300 personnes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que on n'est pas sur des clones, on n'est pas sur des individus qui se ressemblent à 100%. Alors, certes, ils ont tous la même pathologie, ils ont tous une paralysie cérébrale, mais ils vivent tous dans un contexte différent. Et ça, c'est difficile pour généraliser une information parce que les individus ne se ressemblent pas, n'ont pas le même genre, ils n'ont pas le même âge, ils ne vivent pas au même endroit. Même leur pathologie a une sévérité différente. Et ça, je pense que c'est commun un peu à toutes les thématiques d'épidémiologie, c'est de garder en tête que les individus qu'on a dans nos bases de données sont tous différents, ont tous leurs spécificités, leurs sensibilités aussi. Et de dire que la généralisation va demander beaucoup d'énergie parce qu'il va falloir essayer de prendre en compte dans nos modèles statistiques, il y a des moyens statistiques de le faire, mais il va falloir prendre en compte tout ça, la variabilité qui peut exister entre les individus. Et ça, du coup, c'est difficile. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de beaucoup de monde. C'est pour essayer d'avoir... de réduire cette variabilité. Voilà, exactement. Donc ça va être les points faibles. Les points forts, le point faible, non, c'est pas vraiment un point faible, c'est la difficulté auquel on peut être confronté. C'est vrai que j'ai... oui. Et point fort, j'en reviens toujours au même, mais c'est l'accessibilité qu'on peut en faire et la diffusion qu'on peut en faire. Pour moi, c'est le fait de me sentir vraiment utile et d'y trouver vraiment un intérêt et de me dire, demain, je publie un article scientifique
quelqu'un, Ça va être madame ma voisine, peut se l'accaparer et en Donc, faire un improvement de sa santé. Non, donc c'est ce qui te plaît aussi dans C'est ce plaît. domaine-là, Ouais. c'est que là, tu te sens vraiment au quotidien, tu sais que ta thèse, Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ouais. L'objectif, c'est que ça influence pas. C'est ça aussi. Au début, je m'étais lancée dans la biologie aussi parce que Mhm. ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer D'accord. et je voulais travailler dans la recherche fondamentale parce que je voulais trouver des remèdes, je voulais comprendre. Et en fait, en ayant discuté avec des chercheurs, j'ai une sensibilité qui est assez forte aussi. Et je me serais Mhm. perdue peut-être dans ce domaine-là où voilà, le Ouais. fait d'être très attachée à cette cause, il ne faut pas que notre sensibilité rentre dans notre travail non plus trop. Il faut rester Faut avoir objectif. pouvoir être, voilà, Voilà. objectif et du recul. Faut Voilà. savoir prendre du recul. Donc, je pense que je suis objective dans ma Ok. façon de travailler aujourd'hui et dans mon projet de thèse. Je sais pourquoi je le fais. Mhm. J'y trouve vraiment une satisfaction d'un point de vue santé publique. Je trouve Ok. vraiment une satisfaction au quotidien à faire ce C'est que très je bien, fais. Et en plus de ça, je pense être objective dans ma façon de travailler. D'accord. En tout En cas, tu restant essayes humble. au maximum Voilà. de J'essaye toujours, de l'être. d'être consciente en tout cas C'est de ça. l'être, c'est important. Alors je vois l'heure qui tourne parce que du coup on a beaucoup discuté et il me reste encore quelques petites questions. Oui. Donc j'ai mon fameux jeu de questions oui/non avec Oui. mes petits buzzers. Je les vois Ou, depuis tout à l'heure sur la table. Donc Ils m'intriguent. je te laisse les prendre devant toi. Oui. Et donc l'objectif, donc ça sera des petites questions en oui/non. Mais on a déjà répondu à beaucoup de questions, donc il n'y en aura pas beaucoup. Et je te laisserai répondre par oui ou par non. Et puis si tu veux argumenter, c'est avec plaisir au contraire. Ok. Donc, Très bien. ça ne Je suis changera prête. pas beaucoup de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y aura simplement une voix bizarre qui répondra. J'avais une première question. Du coup, qui était surtout pour les étudiants. Mais Oui. on a discuté un peu des études tout à l'heure. Est-ce que tu recommanderais le master, en tout cas, que tu as fait, ou un master général en santé publique ? Bien sûr. Oui, je recommanderais. Alors, moi, j'ai fait celui de Toulouse. Il en existe plusieurs en France, notamment Ok. à Lyon, à Bordeaux ou à Rennes. Il y a Paris, sûrement. Je ne les ai pas tous en tête. Montpellier aussi. Bref. Non, mais c'est intéressant. Moi, Oui. voilà, si quelqu'un nous écoute et Oui, il y trouve en ça a. intéressant, Alors, il ce pourra qui- aller chercher après lui-même sur les sites de l'université. Ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte que chaque master va... Alors, moi, par exemple, les professeurs que j'avais en master de santé publique à Toulouse sont des professeurs qui sont dans le labo de recherche dans lequel je travaille en ce moment et qui ont donc des thématiques de recherche assez particulières, enfin spécifiques, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire que vous allez aller à Paris, les thématiques de recherche ne seront pas les mêmes. Vous allez aller à Bordeaux, les thématiques de recherche ne seront pas les mêmes non plus. Moi, ce qui m'a intéressée en venant à Toulouse, c'est que les thématiques de recherche du laboratoire qui encadrent le master m'intéressaient. La question du handicap, on a aussi vachement de questions d'inégalité sociale de santé, et ça, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient. Ouais. Donc oui, je recommanderais le master santé publique de Toulouse, parce que déjà, il est dans une magnifique ville, vous l'aurez compris. Et puis... Quand je dis qu'elle me vend Toulouse, elle me vend Toulouse, je ne rigole pas. Et puis, parce que l'enseignement a été bien fait, parce que je suis en thèse, donc c'est aussi... ça, oui, c'est que ça s'est bien passé, en tout cas. Les étudiants aussi à continuer. Et puis, parce que la santé publique, c'est génial, c'est trop bien. J'adore faire ce que je fais, je trouve ça hyper concret, on le redit, c'est vraiment je pense que c'est le mot qui définirait ce que j'aime dans l'épidémio, c'est que c'est concret, ça c'est hyper a des retombées directes, donc ouais. Mais est-ce que du coup, justement, de faire une thèse, en tout cas dans ce domaine-là, est-ce que ça t'apporte beaucoup au quotidien d'un point de vue aussi personnel ? Parce que, alors, je précise, on pose souvent la question, la thèse, beaucoup sont inquiets, est-ce que faire une thèse ou est-ce que c'est compliqué d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel ? Est-ce que ça nous apporte, en tout cas, de faire soit une thèse en général, mais alors une thèse même dans ce domaine-là ? Est-ce que ça t'apporte d'un point de vue personnel ? Waouh. Elle était en forme, celle-ci. Hein. Celui-là est long. Je le refais. Yes. Oui, je pense que tout job apporte quelque chose aussi d'un point de vue personnel. Et ma thèse, oui, déjà de l'esprit critique. De savoir... Moi, je suis quelqu'un de très naïve. Je suis crédule, je suis naïve. Et du coup, la thèse me permet ça t'a aidé à avoir plus d'esprit critique.
Ça m'a aussi appris de l'anglais. Oui, Et ça, ça a son importance. Et puis, ça demande aussi de travailler en équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette, de pouvoir discuter avec plein de professionnels différents, de pouvoir avoir cette curiosité de pouvoir discuter avec plein de monde. C'est hyper enrichissant aussi d'un point de vue personnel. Autre que le fait que ça soit concret pour la société, aussi pour toi-même, ça t'enrichit au quotidien. Et puis l'épidémiologie, à titre personnel, me sensibilise plus aussi aux campagnes de prévention, à tout ça. Aussi, donc je comprends plus facilement les messages de prévention. Et, d'accord. Donc, c'est pas pour autant que je mange 5 fruits et légumes par jour. Mais tu t'améliores. Et voilà, donc, j'y tends. C'est bien, mais voilà, de manière générale, ça t'enrichit beaucoup. Et le fait de comme tu disais, l'esprit critique, c'est aussi très intéressant parce que de toute façon, je pense qu'on devrait tous avoir ou être sensibilisés à ça. Et c'est pas forcément le cas parce que c'est très très compliqué d'avoir un esprit critique dans ce qu'on voit. Et effectivement, c'est très bien de montrer aussi qu'une thèse nous apporte au quotidien. J'espère ne plus être têtue comme je le suis à la fin de ma thèse. C'est compliqué. C'est pas moi qui te dirais. Je penserais que pour les gens qui me connaissent, je suis têtue, donc c'est pas moi qui dirais le contraire. C'est compliqué. J'ai appris aussi à l'être beaucoup moins, mais ça reste compliqué. Après, chacun est comme il est aussi. Donc, Et donc, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, donc, est-ce que tu étais destinée au lycée à faire une thèse, ou du moins, est-ce que si tu voyais la petite fille qui était toi, du lycéenne, à chercher quoi faire de sa vie, est-ce que si tu lui disais je regarde, tu vas faire une thèse, elle y aurait cru? Alors là, je n'hésite pas une seconde sur le buzzer. Ah, non. Non, c'est sûr, si je pouvais discuter à la Célia qui était au lycée, qui était toute introvertie, qui ne savait pas trop vers où aller, de ce pourquoi elle était faite. Non, c'est sûr. Et puis, j'ai trouvé ma voie très tardivement aussi. Donc, finalement, même si je pouvais discuter avec la Célia qui était en licence de biologie, je pense qu'elle n'aurait jamais pu. Et puis, même en master. Mon papa, coucou papa. Mon papa m'a toujours poussée à faire des études parce qu'il croyait probablement plus en moi que moi, je pouvais croire en moi. Mon père m'a toujours dit allez, Célia, finis ta licence. Je lui disais bon, d'accord, je finis ma licence. Il me disait mais continue en master. Oh non, je lui disais j'ai pas envie de continuer en master. Et puis j'ai continué en master. Et puis après, il m'a dit allez, fais une thèse. Je disais oh non, j'ai pas envie de faire une thèse. Et puis finalement, je suis en thèse. Et on m'a vachement poussée aussi. J'ai appris à mieux. Est-ce que le fait que tu voulais pas trop continuer, est-ce que c'était que ça t'intéressait pas, ou c'était un manque de confiance en toi? Je pense que c'était un manque de confiance en moi. Je pense que on m'a un peu dit quand j'étais au collège et au lycée que j'étais pas faite pour des études longues. Et en fait, je m'en suis un peu persuadée. J'avais peu confiance en moi et c'est toujours un peu le cas, mais en tout cas j'ai pris un peu plus d'assurance parce que je me suis rendu compte que les études ça filait en fait et que j'étais assez bonne élève, que ça me plaisait aussi. La licence de bio s'est très bien passée, mon master à Lyon aussi, même si j'ai décidé de changer de voie après. Oui, t'as pas changé parce que tu n'étais pas arrivée. Non, j'ai changé parce que j'avais vraiment envie de changer d'orientation. C'est important de le dire aussi, de montrer qu'en fait c'est pas parce qu'on arrive à un domaine qu'il faut rester dans ce domaine. Toi, c'est vrai que tu avais de très bonnes notes, mais ça te correspondait pas du tout. Exactement. Et t'as décidé de changer. Donc j'ai découvert tardivement que l'épidémio c'était mon domaine. Mais non, c'est sûr que si je pouvais revoir la Célia de quand j'étais au lycée et que je lui aurais dit bientôt tu seras en thèse, j'aurais rigolé au nez, j'aurais dit arrête. Et est-ce que du coup aujourd'hui tu as le syndrome de l'imposteur? Oui, un peu. Un peu, beaucoup même. Là, par exemple, ce podcast, oui, un peu. Je pose la question parce que c'est beaucoup de doctorants ont ce syndrome. Alors peut-être pas qu'en thèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand on arrive en doctorat, où on est encore étudiant, en même temps on travaille sur un domaine, on devient spécialisé dans un domaine et en même temps on n'est pas spécialiste et c'est très compliqué de se sentir légitime. Complètement. Ouais, et d'avoir et souvent beaucoup ont le syndrome de l'imposteur. Alors moi j'ai le syndrome de l'imposteur, pas plus tard que cette semaine où j'ai dû donner un cours pour expliquer l'épidémiologie pendant 4 heures. Où forcément tu te demandes, tu te dis est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai vraiment les connaissances, est-ce que j'ai les compétences. En plus, ils étaient plus âgés que toi, donc c'est encore... Et donc oui, j'ai le syndrome de l'imposteur. Après, je pense que c'est un peu inévitable et j'espère que ça traduit quelque chose de plutôt positif qui dit que c'est bien, on se remet en question, on réfléchit. Il ne faut pas que ce soit trop tétanisant non plus.
Et il Bah, faut faut pas arriver que à ça le nous fasse gérer. perdre confiance. Voilà, Et c'est ça. compliqué, ça. Ça se travaille. Je pense Ouais. vraiment que la confiance en Ouais. soi, ça se travaille. Et je pense aussi que c'est un objectif de la thèse, c'est d'arriver à prendre Ouais. confiance en soi, de se rassurer en se disant, OK, on va y Oui. arriver, ça va le faire. Il faut apprendre à gérer son temps, il faut apprendre à être autonome, il faut apprendre à communiquer. Donc, oui, j'ai le syndrome de l'imposteur que j'essaye de calmer, pas tout le temps. Hein, pareil, il y a des fois dans des situations où je suis très à l'aise. Ouais. Parler de mon projet de thèse, je suis très à l'aise parce que j'ai plus d'assurance Puis aussi. que Ça t'aimes fait pas- un ça, an. je pense que c'est Oui. si t'as la passion qui fait Oui. que quand on aime quelque chose, on parle forcément mieux d'un sujet. Mais non, mais c'est compliqué. Puis, de toute façon, c'est aussi l'objectif d'une thèse, de nous faire emmener quelque part, de nous Gagner faire de la prendre, confiance. gagner de la confiance, de nous faire apprendre à gérer un projet. Et c'est tout à fait OK et presque normal d'arriver en début de thèse et d'être un peu perdu, entre guillemets, de pas arriver à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a des encadrants aussi, hein, parce qu'on n'est pas C'est tout ça. seul dans un projet. Les encadrants qui nous disent maintenant, t'arrêtes, hein, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que t'as Je à t'ai déjà faire, dit ouais. 20 fois. Tu es légitime. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ok, et j'ai une dernière petite question du public. Cette fois-ci, c'est pas vraiment, c'est une question un peu floue. Il n'y a pas vraiment de réponse. Je sais ce que c'est la question, j'en suis sûre. Je suis persuadée de savoir ce qu'il a dit. Et parce que c'est un ami que l'on a en commun. Et effectivement, mais en fait, je l'ai gardé justement parce que je la trouve assez intéressante parce que c'est un peu une phrase qu'on entend en biostatistique. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais on l'entend souvent. Et est-ce que toute chose étant égale par ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, est-ce que toute chose est égale par ailleurs? C'est une phrase qu'on entend souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a beaucoup entendu pendant notre master en physiologie. Notre prof de biostat le répétait, toute chose étant égale par ailleurs. Alors, comment l'expliquer? Waouh. Alors, je vais prendre par quel bout? Toute chose étant égale par ailleurs. Comme je te disais tout à l'heure, les humains sont très différents les uns des autres. Et heureusement, ça fait une diversité d'individus, ça fait des différences. Et l'objectif de l'épidémiologie, c'est de mettre en évidence des choses, des effets, en essayant que toute chose soit égale par ailleurs, c'est-à-dire que de diminuer la variabilité qu'il existe entre les individus pour mettre en évidence des choses à l'échelle de la population. C'est ça que ça veut dire, toute chose étant égale par ailleurs. Ça veut dire que si je maîtrise tous les facteurs, si je maîtrise par le biais des biostatistiques, si j'arrive à maîtriser plein de facteurs différents, et bien finalement, ce que les chiffres vont me dire, ça va être ce que je recherche. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Non, mais c'est très dur comme question. Il n'y a pas vraiment de réponse. Non, mais ça montre. un concept, c'est ce que c'était plus. C'est prendre en considération la variabilité qu'il existe entre les individus et faire en sorte que les biostatistiques réduisent la variabilité pour mettre en évidence des choses. D'accord, c'est très bien. C'est même super bien expliqué. Et donc pour finir, en fait, quels sont tes objectifs plus tard? En tout cas, si tu en as, parce que bon, là, comme on a compris, tu faisais une licence après sans trop réfléchir après un master. Donc peut-être que tu arrives en thèse et après tu es bon, on verra où la vie me mène. Et si oui, tu as des objectifs, qu'est-ce qu'il faudrait les faire pour les atteindre? Alors, c'est une très bonne question. Pour le moment, je suis un peu dans le déni de tout ça. Je suis en début de 2e année de thèse et c'est très compliqué pour moi de me poser la question de ce que je veux faire après. Parce que j'ai vu la thèse vraiment comme une opportunité de faire quelque chose qui me plaisait pendant 3 ans et pas comme un tremplin pour quelque chose d'après. J'ai vraiment pris ça comme une opportunité et un projet pendant 3 ans qui me tenait à cœur, qui me stimulait, qui me donnait vraiment envie de bosser dessus. Et donc, je repousse encore un peu la date où je vais vraiment me poser la question de « Célia, qu'est-ce que tu veux faire en 2025 ?» Il va falloir que je me la pose et j'en ai conscience parce que quand on en discute avec d'autres chercheurs, on sait que c'est au moment de la thèse où on prépare aussi l'après. Et c'est là où c'est important aussi de se poser la question maintenant. Mais j'ai pas de réponse à t'apporter. Pour le moment, je sais pas. Ouais, pour le moment, mais c'est compliqué. L'enseignement comme question, me plaît, j'ai aimé donner des cours, la recherche me plaît, les biostatistiques me plaisent. Donc là, tu es plus dans l'objectif de découvrir un peu tout. Voilà, c'est ça. Et puis d'après, de regarder, mais c'est compliqué. Moi, de c'était pareil. De multiplier les discussions avec des personnes qui font des métiers différents. Un peu comme tu fais, tu vois, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi aborder des métiers différents au sein de la recherche, de voir un peu ce qui pourrait me plaire. Et donc, je vais me poser la question, je te le promets. Je te le promets. Dans mes objectifs de 2023, je me demanderai ce que je veux faire. C'est très compliqué. Mais ça montre aussi que... parce qu'on nous demande souvent... Oh, tu fais une thèse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi ta suite? C'est bien, tu auras une bonne stabilité. Moi, ma vision, c'est que je fais la thèse parce que c'était un projet, c'était ce que je voulais faire. Et pour le moment, je réfléchis pas trop.
Ok, à la très fin. bien. Et ben du coup, pour finir, car on a bien discuté, et j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde ? Alors, je vais pas te recommander un auteur particulier, je te recommanderais plutôt un livre qui, moi, m'a beaucoup aidé pour développer les cours que j'ai dû Ok. faire et qui est vraiment hyper accessible au grand public pour Mhm. décrire qu'est-ce que l'épidémiologie, à quoi ça sert, pourquoi et les tenants et les aboutissants. Il s'appelle Les fondamentaux de l'épidémiologie et ça a été écrit par William Dabb. Ok. Et c'est vraiment un J'irai livre voir qui est ça. hyper accessible. Il t'explique l'histoire de l'épidémiologie, il t'explique D'accord. les différents types d'enquêtes qu'on peut mettre en évidence. Enfin, et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très accessible. Ok, non mais c'est intéressant voilà, pour les gens qui Ouais. au final ont eu un petit intérêt, j'espère en tout cas en écoutant le podcast, Et ils pourront aller voir aussi. si, une thématique que j'aimerais peut-être que tu abordes, Ouais. qui je te trouve pourrait être intéressante, on reste dans le milieu de la recherche clinique, ce serait peut-être d'interroger un médecin qui serait un médecin-chercheur Ouais, en qui ferait de recherche la clinique. en tout cas. La Recherche clinique, c'est très Ou un intéressant. arc, un attaché. Un arc, peut-être alors, un attaché de recherche clinique Ok. aussi, ça pourrait être intéressant. Mais tout ce qui va être attrait aux études cliniques, de par exemple évaluer pourquoi un médicament est efficace, comment un D'accord, médicament est il y a efficace. pas mal de... Ok. Non mais c'est à bon à noter, parce que c'est vrai que là, pour le moment, moi je reste beaucoup sur le fondamental, mais... Ah bah moi je vais enfin, en te tout cas, pas le vendre fondamental, parce que toi, la non, clinique. mais effectivement, ça peut être aussi une voie... D'abord, je note en tout cas. Bon, en tout cas, merci à toi Merci d'avoir beaucoup, participé à cet c'était un exercice. plaisir. J'espère que c'était pas trop compliqué. Ça a été Et, déstabilisant, avoir le micro devant, discuter, mais finalement c'est tu me mets compliqué, très à l'aise, voilà, donc bon, c'est cool. merci en tout cas, et bravo, en tout cas c'est vraiment difficile, et encore plus de parler d'épidémiologie, c'est très difficile d'expliquer ça à tout le monde, donc j'espère en tout cas qu'ils auraient aimé. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura créé des vocations, et si jamais vous voulez venir faire le master à Toulouse, je vous accueillerai à bras ouverts. Bon merci en tout cas. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusque-là, en espérant que l'épisode t'a plu. Le prochain épisode sort comme d'habitude dans 15 jours, et cette fois-ci, je suis allée interroger une directrice d'études qui nous raconte son parcours et ses missions au quotidien. Si tu trouves le podcast un petit peu long, ne t'inquiète pas, il y aura aussi quelques épisodes qui seront un petit peu plus courts. N'hésite pas à liker le podcast ou à t'abonner, ça permet dans un premier temps de référencer le podcast, mais également de me permettre de vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Et pour me retrouver sur les réseaux, abonne-toi à Basiologie sur Instagram pour en entrevoir les coulisses ou avoir d'autres concepts de biologie, ou alors sur LinkedIn à Perrine Burderon. En te souhaitant une bonne journée.